J'avais 15 ans. C'était vraiment quelque chose que je faisais pour m'amuser et pour avoir une bonne raison de pas travailler. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé que c'était très pénible. On était 20 dans ma salle de classe, à tous prendre en note les mêmes choses que disait le prof, pour en gros avoir après les mêmes notes. Je me disais, au lieu de faire ça, on pourrait juste écouter, faire autre chose. Il y a une seule personne dans la classe qui prend les notes, on partage tout en diversifiant. Et donc, j'ai créé un petit site où chaque mois, les gens devaient mettre 2 pages de notes. Et en faisant ça, ils avaient accès à la base de données de tout le monde. Concrètement, ce qui se passait, c'est que les gens partageaient des notes. Vu que j'ai commencé à l'échelle de mon lycée, que on était 2-3 copains à le faire, on se partageait les notes, on regardait pour être sûr que la qualité était bien et qu'il y avait des gens qui faisaient des choses bien. On était 250 élèves, il y a que 10 matières. Le marché, entre guillemets, des notes se régulait tout ça. Et du coup, en l'espace de 1 mois, non seulement j'avais les notes des gens de ma promo, mais je savais qu'en plus, l'année d'après, j'aurais accès aux notes des gens de la promo de-dessus. Tu as développé le truc toi-même, tu avais des compétences de développement. Donc, pas particulièrement, enfin, honnêtement, il y a des sites, donc à l'époque, les meilleurs là-dessus, c'était Weebly. Maintenant, il y a Wix et Squarespace qui permettent de faire des sites en 2 secondes. C'est très facile de développer des sites en utilisant que des blocs. Il n'y a pas besoin de savoir coder. Il faut juste avoir un petit peu de goût pour faire un truc joli. Après, quand ça a commencé à grandir, on a certaines notes qui avaient été vues plus de 100 000 fois. Et là, on a du coup décidé de prendre des gens qui avaient plus de talent technique. Mais pour commencer, on n'avait pas du tout de temps. À ce moment-là, est-ce que tu as des inspirations particulières d'entrepreneuriat ou pas du tout? L'idée, c'était, je trouvais ça cool que des gens servent de quelque chose que j'avais fait moi. Et moi, je trouvais ça cool de pouvoir faire autre chose que prendre des notes tout en ayant les mêmes notes à l'école. Donc, je travaillais moins en faisant plus de choses qui m'intéressent. Et au final, la vraie libération au travers de l'entrepreneuriat, je trouve que c'est ça, c'est que tu travailles beaucoup sur quelque chose qui t'intéresse et ça te libère. Tu peux permettre de te libérer du temps pour faire des choses que tu trouves cool. C'est une bonne définition de ce que c'est l'entrepreneuriat par rapport au fait que, en plus de faire un truc qui t'éclate, en plus de te sentir, entre guillemets, important d'avoir créé un outil que les autres utilisent, tu apportes une vraie valeur à... De toute façon, pour créer une boîte qui vaut quelque chose, il faut aider quelqu'un quelque part. Sinon, les gens ne le paient pas et sinon, tu gagnes pas d'argent. Donc, cette espèce de vision de l'entrepreneuriat comme une façon de gagner beaucoup d'argent très vite, sans aider qui que ce soit, elle est fausse parce qu'elle peut pas marcher. C'est-à-dire qu'il y a un problème théorique dans l'équation. Dans l'équation, exactement. C'est quelque chose qui est très récurrent, mais tous les exemples auxquels les gens essaient de pointer sont en fait soit faux, c'est-à-dire que les gens ont pas gagné d'argent, soit une de leurs hypothèses est fausse, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont aidé des gens parce que sinon, les gens n'auraient pas payé pour utiliser le service. Moi, je venais de déménager à Londres. Un de mes meilleurs amis venait de déménager à Londres, lui, pour ses études. Il était dans une classe donc de pareil 300 personnes qui comprenaient potentiellement les problèmes auxquels il était confronté. Et il se disait, mais ça me rend fou, il y a 300 personnes dans la salle qui pourraient débugger mon programme. Et pourtant, il y a quelques barrières sociales, je peux pas le faire. Et ce serait bien s'il y avait un forum où je pouvais avoir des cours qui t'appelaient un petit peu. Et du coup, on s'est dit, bon, c'est cool, on va faire ça, on va créer ce marché. Là, on est dans une démarche plus entrepreneuriale. Il y a de l'argent qui est directement, c'est beaucoup plus transactionnel que l'aspect un peu plus d'entraide qu'il y avait dans le premier projet. On a fait pas mal d'erreurs. Parce qu'on a décidé de lever de l'argent trop tôt, d'essayer de couvrir 15 écoles différentes d'un coup, alors qu'on aurait pu essayer de focaliser le problème directement. Mais c'est vrai que le mindset était un peu différent parce qu'on s'est dit on va construire une boîte plutôt qu'on va essayer de trouver une solution. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé une première version, donc on s'est dit ok, concrètement on va créer une marketplace, donc il faut qu'on valide le fait qu'il y ait de l'offre et qu'on valide le fait qu'il y ait de la demande. Donc l'offre pour nous c'était des étudiants à l'université qui étaient prêts à aider pour un certain prix, pour un certain tarif horaire des lycéens, des collégiens ou d'autres étudiants à l'université. Et donc, pour faire ça, on a juste fait des choses très simples. On allait sur des groupes Facebook d'étudiants à l'université. On leur a dit, est-ce que vous seriez intéressés pour recevoir des notifications pour aider des gens de façon spontanée en étant payés à peu près 30 centimes la minute, donc 18 pounds de dollars. Et en l'espace de 3 semaines, on a eu 2000 personnes qui nous ont dit oui, je suis intéressé, oui, je suis intéressé. Et ça, c'était que dans les 6 meilleures universités d'Angleterre. Donc, on s'est dit, OK, il n'y a aucun problème du côté de l'offre. Il y a 2000 personnes en 2 semaines, ça nous a coûté 0. On est prêt. De l'autre côté, on s'est dit, bon, maintenant, il faut qu'on vérifie la demande. On va demander à des lycéens et des collégiens, est-ce que vous avez souvent des problèmes de façon spontanée et est-ce que ça vous serait utile, du coup, d'être en relation avec des gens un peu plus âgés que vous qui ont traversé ces moments difficiles à l'école, etc., qui pourront vous accompagner. Et on a eu, pareil, des centaines, voire même des milliers de retours positifs. On s'est dit, OK, il faut qu'on crée le marché. Un des gros problèmes, c'est qu'on n'avait pas parlé de pricing, on avait parlé du prix du côté de l'offre, mais pas du côté de la demande. Et les lycéens et les collégiens étaient très excités à l'idée d'avoir plein d'aide, mais pas du tout excités à l'idée de payer. Et donc ça, c'était une des hypothèses qui vont être un peu fatales un peu plus tard. Ce problème où les élèves le voulaient et ils trouvaient que l'aide était géniale, mais les parents trouvaient que c'était pas assez qualitatif parce qu'ils avaient l'habitude de choses qui coûtaient 4 à 5 fois plus cher et donc ils disaient mais comment ça peut être le cas que eux ils font aussi bien ce que j'ai l'habitude de payer 100 livres de l'heure, pourquoi est-ce que là je le paie que 20 livres de l'heure? Et du coup cette différence de prix
faisait qu'on envoyait un signal négatif aux parents. Et donc les élèves le voulaient, mais les parents voulaient pas payer parce que c'était pas assez cher. Et donc pour plein de raisons, on a dû augmenter nos prix et on est passé dans une optique où la philosophie de l'entreprise ne me correspondait plus du tout. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de travailler avec ce employé. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.